Salut les fans du Monticule, notre commanditaire aujourd'hui pour ce podcast, c'est Baseball 360. Baseball 360 vous offre pour la saison de baseball 2024 un rabais de 10% et pour avoir accès à ce rabais-là, vous devez vous diriger à Baseball 360 /le Monticule et vous faites votre commande, vous choisissez casquettes, souliers, chandail, gants de baseball et à la fin, dans le code promotionnel, vous marquez le Monticule 9 en majuscule et vous allez pouvoir récolter 10% sur votre commande, donc un rabais de 10%. Je vous souhaite une excellente saison de baseball 2024 et une bonne écoute du podcast. En visite au Monticule cette semaine, nous recevons un homme qui a touché à plusieurs niveaux d'excellence au baseball. Il a porté les couleurs des Southern Miss Golden Eagle dans la NCAA, les Bears de Yakima, les South Bend Silverhawks à 2 reprises, Visalia Rawhide et les Capitales de Québec. Ensuite, on l'a vu évoluer avec l'équipe des Quatre Chevaliers pendant quelques temps. Il a été repêché en 2009 par les Twins du Minnesota et a aussi joué avec les Diamondbacks de l'Arizona. Et depuis 2016, il est propriétaire, fondateur de la compagnie de bâtons Mark Lumber. Voici Marc Bourgeois. Hein? Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Très content de t'avoir aujourd'hui. Merci, Zach. Question de un peu de tâter le terrain, de débuter un peu tout ça. Parle-nous un peu de ton parcours dans le baseball. Comment, premièrement, le baseball est entré dans ta vie, puis un peu à quel moment c'est devenu sérieux? Oui, j'ai commencé tout jeune, là, tu sais, dès les premières équipes novices, là, 4-5 ans à Granby. J'ai joué, j'ai joué au baseball depuis ce temps-là. À l'époque, il y avait bon, le midget 3 sur la rive sud. Je te dirais qu'à partir de 15-16 ans, c'est devenu plus sérieux. Ben, en fait, ça a toujours été sérieux, mais à 15-16 ans, c'est devenu là, plus à l'année, je veux dire, bon, le midget 3, ensuite les ailes du Québec qui étaient séparées de l'ABC à l'avant. Fait qu'on avait les ailes l'été, l'ABC l'hiver, l'Académie Baseball Canada. J'ai fait ça 2 ans. Puis là, c'était rendu sérieux, là, où est-ce que, on s'entraînait tous les jours, puis tout ça. Puis ensuite de ça, en 2007, je suis parti à Chipola College en Floride, à la même place que Russell Martin, qui a été avant moi. Euh, ça a été une expérience incroyable d'aller là 2 ans. Euh, j'ai grandi, là, disons, maturé au niveau baseball là, à une vitesse phénoménale là, rendu là-bas. Euh, de là, j'ai transféré, après mes 2 années au Junior College, j'ai transféré à Southern Miss, Southern Mississippi, pour terminer mes 2 années de la NCAA. Puis 2 autres belles années incroyables, là, vraiment, c'est des places magiques là, où est-ce que tu as des milliers de personnes à chaque match. Puis quand tu es dans le sud des États-Unis, là, c'est baseball, c'est mur à mur. Fait que ça a été vraiment le fun. Puis après ça, ben, jouer quelques années pro dans l'organisation des Diamondbacks, ça, c'était cool aussi. Ça m'a permis de jouer à tous les jours. Tu sais, on jouait 150 matchs en 140 jours. Tu sais, les conditions, même aujourd'hui, sont beaucoup améliorées là, pour les joueurs des mineurs. Mais ça a été toute une expérience. Fait que, en gros, là, c'est un peu ça, brièvement, là, mon parcours baseball. Et dans ton arrivée aux États-Unis, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans un peu la façon que les gens vivent? Qu'est-ce que tu as fait? T'as fait comme, oh, OK, hey, ça, c'est vraiment différent de ce qu'on fait au Québec. En fait, là, au niveau, outre les différences un peu culturelles et tout, là, mais ce que j'ai trouvé vraiment frappant quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était le niveau technique des joueurs là, était ahurissant. Selon moi, là, le Québec a beaucoup évolué. Au Québec, on a beaucoup évolué au niveau baseball, je pense. Puis, de plus en plus, il y a de plus en plus de coachs qui arrivent de différents milieux, de différents de bonnes expériences. Là, des gars comme Josué Pelé, là, qui est à Québec, puis je veux dire, il a été dans le baseball professionnel tellement longtemps. Euh, rien à enlever au coach que j'avais quand j'étais jeune, c'était juste une autre époque. Mais quand je suis arrivé, c'est ça, à 18 ans, 17-18 ans, aux États-Unis, mon Dieu, j'étais pas là, tu sais, niveau technique.
j'avais le grit, là, tu sais, j'avais le, tu sais, être, euh, tu sais, comment dire, là, tu sais, travailler fort j'avais l'éthique de travail, mais les, vraiment les skills que les Américains avaient au baseball, je trouve, en plus bas âge, là, étaient vraiment différents, là, vraiment, ils étaient techniquement beaucoup plus avancés, je trouvais. Et avant de passer à la question que je voulais te poser, pour ce que tu viens de mentionner, qu'est-ce qui t'a permis d'aller aux États-Unis? Est-ce que c'est un passage avec l'ABC? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Comment tu as eu cette chance-là? Un peu des deux. En fait, quand j'étais rendu à l'ABC, tu sais, à mon époque, là, en 2007, là, tu sais, mais en fait, j'ai signé à Chipola en 2006. Il n'y avait pas une tonne, tu sais, de Québécois qui partaient aux États-Unis, là. Tu sais, on était peut-être une douzaine, quinzaine par année. Fait que moi, quand j'étais à l'ABC, c'est grâce à l'enfant Ray Callery, là, qui est encore très, très, très présent au Québec, ici, dans le baseball. Euh, il était un des coachs à l'ABC, puis je me rappelle juste y avoir dit, écoute, je pense avoir ce qu'il faut pour aller aux États-Unis. Tu sais, il a dit, parfait, je m'en occupe. Fait que, il m'est revenu, puis il me dit, I got you in a Chipola. Tu sais, j'étais rentré à Chipola. Fait que, ah ouais, c'est quoi ça? Fait que c'est grâce à Ray qui m'a donné cette chance-là. Puis après ça, là, fait que oui, c'est bouche à oreille, l'ABC, c'est un peu tout ça, là. Et tu mentionnais que, comme tu disais, que les joueurs aux États-Unis avaient comme un petit step technique différemment à toi. Qu'est-ce que tu as fait dans ton laps de temps, soit à Chipotle ou même dans tes présences par la suite aux États-Unis? Qu'est-ce que tu as fait qui a permis un peu ce déclic-là, puis qui t'a donné une chance à être repêché par la suite? Ben, ça a été le travail acharné, tu sais, travailler fort. Tu sais, je veux dire, tu sais, du moment que tu es réceptif, du moment que tu veux t'améliorer, puis que tu mets les heures pour, après ça, tu sais, tout le monde est capable de l'apprendre. Fait que, tu sais, oui, j'ai bûché fort à améliorer ma technique, tu sais, à être plus sound mechanically, tu sais, avoir une stabilité un peu dans la mécanique au bat. Euh, fait que, tu sais, j'y suis arrivé. Mais tu sais, ça a été beaucoup de travail. Tu sais, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est réalisable, ça, c'est possible. Puis je te transporte en 2009 quand tu as été repêché par les Twins du Minnesota. Dans ma mémoire, puis dans mes notes que j'ai ici, on parle de la 42e ronde. Peux-tu nous partager un peu ton expérience de la journée de repêchage? Puis est-ce que tu savais précisément que c'est les Twins qui allaient te repêcher à ce moment-là? Ouais, mais c'était toute une époque, là, dans le sens que je me rappelle, parce que, tu sais, dans le fond, ça, c'était après ma deuxième année à Chipola. J'ai eu vraiment une forte saison. Puis dans le fond, tu sais, j'avais pas beaucoup de monde autour de moi, tu sais, pour me conseiller au niveau repêchage et tout. Fait que toute l'année, tu te fais approcher par les scouts, tu remplis les fameux questionnaires, tu sais, puis ils posent tout le temps un paquet de questions. Puis, tu sais, moi, tu sais, j'étais un kid de, tu sais, 19 ans c'est la première fois que c'était plus sérieux parce que, tu sais, j'étais un des meilleurs dans l'État, tu sais, de la Floride, tu sais, ça allait très bien, cette saison-là, mais euh, j'étais tellement concentré à, tu sais, à juste faire ma saison, puis que je me disais, hey, ça, je veux pas badrer mon coach avec ça, je poserai pas, tu sais, je veux pas paraître selfish ou whatever. Fait que j'en ai même pas parlé tant que ça pour savoir quoi répondre à ces questions-là, parce que notamment, tu sais, une des questions, par exemple, il disait dans un questionnaire, tu sais, pour combien tu signerais? Je sais-tu, là, tu sais, j'ai 19 ans. Si tu mets trop, tu as l'air d'une tête enflée. Si tu mets pas assez, fait que moi, je marquais 50 000 piastres. Tu sais, je marquais 50 000 moi, je signe, tu sais. Fait que ça va, ça reste comme ça toute l'année. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai été, tu sais, une saison incroyable. Puis là, à la fin de l'année, j'en parle à mon coach. Puis là, il dit, hey, tu sais, t'as un scholarship après ça pour aller à Southern Miss. Moi, et toi, ça me prendrait au moins 150 000 pour signer, tu sais, pour laisser faire ton restant d'école, puis d'aller dans le pro. Bon, OK, mais tu sais, moi, Coach Johnson à Chipola, tu sais, c'était mon dieu, tu sais, c'était mon mentor, tu sais, fait que moi, si lui me dit ça, ben, tu sais, on y va avec ça, là, tu sais, on y va avec cette réponse-là. Fait que là, après ça, les scouts continuent à t'écrire, ils t'invitent dans des pre-draft workouts là, en Floride. Fait que moi, après la saison à Chipola, j'étais resté là-bas chez un de mes amis, puis je me promenais, puis là, je me faisais inviter, mettons, aux Cars, aux Blue Jays, aux Twins pour aller faire des séances pré-repêchage.
Mais là, après ça, les scouts te reparlent. Hey, finalement, ouais, finalement, ça va me prendre 100 000 pour signer. Tu sais. Ben là, toute l'année, tu dis 50 000. Fait que, tu sais, ça a vraiment été boiteux là, comme façon d'un peu de gérer la situation. Puis là, jour du repêchage, dans le fond, les Blue Jays, en fait, m'appellent. On est autour de la 10e ronde. Puis j'étais tout seul, là, j'étais dans la cuisine chez nous à écouter le draft tracker, tu sais, puis je regardais ça aller. Vraiment rien de glorieux, là, tu sais. Puis, fait que là, les Blue Jays m'appellent en 10e. Euh, Grand Pietro, le scout à l'époque de la Floride, puis il dit Hey, on serait prêt à te repêcher là, soit en 12e, 13e ronde, dans ce coin-là, mais il faudrait que tu signes pour le montant que tu as dit, 50 000 piastres. Bon, première erreur, j'aurais pu juste dire oui, oui, puis dans le fond, on se serait arrangé, on aurait négocié par après. Dans le fond, la limite pour, je pense, dans ce temps-là, c'était, mettons, au mois d'août, là, la limite, là, pour signer, pour t'entendre avec ton équipe. Fait que, tu sais, j'aurais pu dire, ouais, c'est beau, chum, tu sais, repêchez-moi, puis après ça, négocier, puis on verra. Tu sais, souvent, ils se retrouvent tout le temps qui ont un peu de l'argent d'extra parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas signé finalement. Fait que, tu sais, j'aurais dû faire ça, mais là, j'étais tellement là, tu sais, nerveux, puis non, non, je déroge pas un peu de ce que je viens de vous dire, là, tu sais, en fin de saison, tu sais, ça va me prendre tu sais, au moins 100 000. Fait que finalement, j'ai manqué mon opportunité là, de me faire repêcher par les Blue Jays quand c'est haut dans le repêchage, tu sais, 12e, tu sais, dans le coin de la 12e ronde, ça a vraiment été cool. Puis là, ben, finalement, tu sais, les Twins, ils m'appellent, tu sais, regarde, on n'a pas l'argent, tu sais, on aurait 75 000, tu sais, même en 42e ronde, tu es prêt à me donner 75 000, puis je dis, ah, ça me prend 100 000. Fait que, ils m'ont repêché, mais tu sais, ça n'a pas fonctionné. Fait que, ça a été ça vraiment mon histoire du repêchage 2009. Fait que là, après ça, bon, ben, parfait, moi, je m'en vais à Southern Miss. Puis, dans le fond, là, je m'étais mis la pression du monde parce que tout, tu sais, à ta troisième année dans NCAA, c'est là que tu as le plus de chances d'avoir du gros leverage, dans le fond, là, puis de signer pour des plus gros montants parce que tu es mature, mais tu as encore un an que tu peux dire non, moi, je retourne à l'école encore. Fait que, tu sais, je m'étais dit, hey, tu sais, si j'ai la même saison là, en tant que junior, là, que troisième année à Southern Miss, hey, là, tu sais, tout le monde me disait, là, c'est ton année, c'est ton année. Fait que là, je me suis mis trop de pression, ça n'a pas fonctionné cette année-là. Puis finalement, j'ai eu une bonne saison, là, ma dernière année. Mais en tant que dernière année, tu n'as t'as plus de levier dans le fond. Fait que tu signes pour 1000 $ puis un billet d'avion. Fait que c'est ça qui s'est passé dans mon cas avec les Diamondbacks. Fait que, au final, je changerais rien, mais en même temps, je changerais des choses. Tu sais. Je suis content de mon parcours au final, mais j'aurais-tu fait des choses différemment, probablement. Des fois, juste de dire la bonne chose au bon moment ou ou d'avoir, de te faire entourer. Puis c'est ça que je trouve cool aujourd'hui. Les kids sont entourés, là, ils ont les midgets, les sports-études, tout ça. Il y a vraiment de l'encadrement quand même, là, beaucoup. Fait que, non, c'est ça, c'est un peu ça, là, le topo là, de ces années-là. Là, ouais, c'était particulier. Et il t'aurait fallu un conseiller. Comment il a appelé ça l'autre fois? J'ai parlé avec un joueur qui en a un, il disait, je pense que c'est un Un conseiller advisor. à l'avenir ou un conseiller au repêchage, puis parce qu'ils veulent plus l'appeler un agent maintenant. Mais Ben, des advisors, là, souvent, là, c'est ça, là. Ouais. Mais, ouais, ça m'aurait peut-être. Et justement, avec les Diamondbacks, comment ton parcours a été fait? Parce que t'as quand même joué un certain temps dans les ligues mineures. Tu as fait quand même un certain passage qu'il y en a qui auraient rêvé des années de pouvoir atteindre ça. Comment ça s'est passé avec les Diamondbacks? Ça s'est bien passé. C'est sûr, je suis rentré comme dans le fond, un free agent qui a signé, mais au final, quand tu rentres là, que tu sois en première ronde, ben, bon, première ronde, tu es dans une classe à part, mais mettons que tu t'es fait repêcher en huitième ronde ou en 40e ronde ou tu as signé comme un free agent, un agent libre. Quand tu rentres dans cette organisation-là, puis que tu performes, ben, si tu performes, tu vas avancer. Fait que j'ai quand même réussi à performer correct. Ça allait bien. Je t'avoue que ça faisait, mettons, bon, 4 ans d'université, tout ça, après ça, cinquième,
D'un mineur, maintenant, c'est beaucoup mieux. Tu sais, ils ont plus d'argent pour manger sur la route, les salaires sont mieux, mais tu sais, mettons dans le A, là, ou même dans le A fort, ou peu importe, ou, tu sais, dans ce temps-là, c'était 1000$ par mois, là, puis tu sais, il faut que tu aies ta maison, que tu te payes avec tes cinq dans une maison dans le ghetto de la ville. Euh, on avait 25$ par jour pour manger. Tu sais, tu es un athlète professionnel, tu veux être en forme, tu veux, tu sais, fait, il y a beaucoup de choses que je trouvais que dans les mineurs, c'était pas rose tant que ça. Tu perds un peu la flamme, malheureusement. Tu sais, puis, tu sais, ça a été mon expérience. Peut-être pas l'expérience pour tous. Mais pour moi, dans ce temps-là, dans le mindset que j'étais, tu sais, j'étais un peu comme j'ai mon bac en ingénierie dans les poches. J'étais un peu prêt à faire autre chose dans la vie que de faire 1000$ puis de manger des peanut butter jelly sandwich. Euh, Fait que, tu sais, après 2 ans, ça a fini, moi, avec une blessure. J'étais, tu sais, dans le fond, je me suis fait atteindre, puis je me suis cassé le pouce, mettons, au mois d'août. Tu sais, j'avais une bonne saison. J'aurais continué de gravir un peu les échelons, peut-être, tu sais, mais tu sais, j'étais assez réaliste, puis je me disais, tu sais, les chances de me rendre des majeurs sont quand même minces. Euh, Puis là, c'est ça, dans le fond, la blessure, j'étais allé me faire opérer. J'ai fait de la réhabilitation en Arizona pour mon pouce. Fait que, tu sais, j'étais comme une couple de mois, là, complètement off, tu sais, avec le plâtre, puis à faire de la rehab, à juste apprendre à se rebouger les doigts. Puis, tu sais, honnêtement, là, je me disais, un peu, qu'est-ce que je fais ici, là, tu sais. Je pense que je suis prêt à entamer la vraie vie, là, tu sais. Fait que dans le fond, après ce rehab-là, je suis revenu, mettons, là, un peu avant les fêtes, 2012. Puis j'ai juste appelé mon coordonnateur des mineurs, puis j'ai dit, écoute, je reviens pas. Fait que, tu sais, j'ai arrêté ça, comme pris ma retraite, entre guillemets. Mais ouais, c'est ça. On pourra développer là-dessus, mais tu sais, ça a été quand même un regret là, au final. Mais bon, c'est la décision que j'ai prise à ce moment-là. Et tu as eu quand même une transition quelques temps plus tard avec les Capitales de Québec, là. Quand on regarde tes stats, on voit que tu as eu un parcours avec les Capitales, là. Si ma mémoire est bonne, tu as joué une saison en 2013 avec les Capitales, ou Dans le fond, j'ai joué quelques quelques saisons sur balle. parties, ouais. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, après les Diamondbacks, j'étais à Québec parce que ma femme faisait la maîtrise en architecture à l'Université Laval. Fait que je suis revenu la rejoindre là. Moi, j'ai commencé à être sur le marché du travail. Euh, Puis dans le fond, Pascal Lebrini voulait que je vienne jouer pour les Capitales, évidemment. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais ça m'intéressait pas. Tu sais, dans le sens que tu sais, je venais d'arrêter le carrière à la Ligue mineure. C'était pas pour continuer à jouer à la balle. Tu sais, c'était pour faire de l'argent, pour travailler, puis ainsi de suite. Euh, mais j'ai dit, écoute, si jamais tu as une blessure, quelque chose, appelle-moi. Comme de fait, il y a une blessure, il m'appelle. Fait que je suis venu faire, là, mettons, deux séries à domicile, là, où est-ce que j'arrivais après le travail, pas de BP, puis j'embarquais dans le match. Puis je pense que ma première game, justement, la première game après un an pour avoir joué frappe une bombe au stade à Québec. Fait que c'était bien drôle de, de vivre ça quand même. Là, tu sais, c'est vraiment une belle organisation puis tout ça. Là, fait que je suis content d'avoir eu la chance de prendre part à ça. Mais c'était pas quelque chose que je voulais faire là, pour une saison pleine, peu importe. Là. Mais quand même, premier à te battre après un an sans avoir joué, tu frappes une bombe, faut le faire, faut quand même le faire, là. Ça vaut la peine quand même, là. Ouais. Et j'ai vu aussi à travers mes recherches que tu as eu un passage. Là, c'était dur à dire, là. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un été ou une saison avec les Quatre Chevaliers. Tu as eu 3 saisons, en fait. 3 saisons. Tu vois, l'information que j'avais trouvée n'était pas complètement exacte, mais Trois tu as eu saisons. J'ai joué 2015, 2016, 2017 avec Renaud Lefort et les Quatre Chevaliers. Vraiment une drôle, tu sais, ça a été vraiment le fun. Tu sais, on a parcouru le Québec à faire des shows. Fait que, tu sais, j'aurais jamais cru jouer costumé, mais je l'ai fait trois saisons. Puis, tu sais, là, Renaud, il roule encore son entreprise, puis les Quatre Chevaliers, ça continue. C'est vraiment le fun de voir. Mais, tu sais,
c'était différent. C'était plus, tu sais, rendu là, c'était plus du baseball, mais j'étais encore là pour frapper des circuits, pour attirer des gars du champ. Fait que, tu sais, ça a été bien le fun là, de faire ça les fins de semaine d'été là, pendant 3 ans. Puis là, ben, maintenant, avec l'entreprise, puis les enfants qui commençaient à arriver dans le portrait un petit peu, là, c'est devenu plus difficile. Fait que, on a passé le flambeau, mais ouais, 3 belles saisons que Chevalier. Puis comment t'as approché, puis un peu aussi comment t'as fait une transition, parce que là, tu venais du baseball où la balle est plus directionnelle comme ça, puis là, t'as une softball qui vient comme, ben là, dépendamment de quel sens vous jouez, j'ai un trou de mémoire, là. Mais tu sais, la balle vient pas de la même façon, la balle n'est pas de la même grosseur, tu frappes pas avec un bâton en bois, tu frappes avec un bat en alu qui est pas proportionné de la même façon. Comment tu t'es adapté à ce niveau de jeu-là, puis surtout le fait que, si ma mémoire est bonne, vous êtes 3 ou 4, là. Ouais. J'ai en tête 3, là. Ouais, ben dans le fond, tu sais, il y a tout le temps un lanceur, un catcher, un first base, un shortstop. On est quatre sur le terrain. Ben, tu sais, l'adaptation, dans le fond, tu sais, elle était difficile quand on affrontait des excellents lanceurs de fast pitch. Parce que là, ils ont des risers, ils ont des balles qui montent un peu plus, puis tout ça. Fait que je te dirais que là, on trouvait notre compte un peu là, au niveau que tu sais, c'était difficile de les frapper. Mais sinon, puis c'est la distance, ils sont seulement tu sais, à 40 pieds là, de toi. Mais sinon, tu sais, je te dirais que ça a été quand même relativement simple s'adapter là, à la majorité des lanceurs, puis le bâton aussi, puis tout ça. Là. Je pense que ça faisait assez longtemps que je ne jouais pas au baseball, que tu sais, ça a juste été d'un peu de s'habituer avec de quoi de nouveau. Euh, puis dans le fond, non, c'est Ivan Nakarata qui m'avait appelé, il disait, ça te tente de venir, on a besoin d'un joueur parce que Ivan, ça faisait quelques mois qu'il était dans l'organisation, je pense, qu'il avait peut-être joué la fin d'une saison avec eux. Fait que, tu sais, c'est grâce à Ivan là, qui m'avait rentré en contact avec Renaud, puis on s'est rencontrés, puis on, on a fait affaire ensemble après. Et là, le moment le plus important de notre discussion, je suis vraiment curieux de connaître le processus là-dessus. Tu as une compagnie qui s'appelle Mark Lambert. Tu fais des bâtons, tu fais des excellents bâtons en passant. J'ai déjà eu la chance de frapper quelques fois avec. Très bon bâton. La curiosité que j'ai, c'est d'où l'idée de partir une compagnie de bâtons est arrivée. Comment un peu t'as pris ton expérience personnelle de joueur professionnel qui t'a permis de dire, OK, ben, on va partir une compagnie de bâtons parce que je crois être capable d'offrir le meilleur bâton. Comment t'as découvert tout ça? Oui, ben en fait, ça remonte à 2014. Fait que dans le fond, ça faisait 3 ans maintenant que je travaillais là, dans la construction comme chargé de projet. Tu sais, dans le fond, là, comme tantôt je dis, je l'ai regretté d'avoir lâché parce que, tu sais, finalement, ce qui s'est passé après ma décision de ne pas revenir puis de lâcher mon poste tu sais, avec les Diamondbacks, dans le fond, tout ça pour m'apercevoir que mes études n'ont pas été reconnues tu sais, à juste valeur au Québec. Fait que moi qui pensais devenir ingénieur ici, ça n'a pas marché. Il aurait fallu que je recommence beaucoup, beaucoup d'études. Finalement, j'ai pas fait ça. Puis là, je pouvais quand même travailler comme chargé de projet, fait dans le fond, pas comme ingénieur, mais juste comme chargé de projet pour des entrepreneurs. Fait que, tu sais, j'ai comme eu des gros coups durs un peu, tu sais, juste à ce niveau-là de ma fameuse vie où que je voulais faire de l'argent, avoir la maison, le 4 roues, le skidoo, le chien, tu sais, finalement, je me suis retrouvé en crime. J'aurais peut-être pu continuer à jouer au baseball finalement. Mais bon. Fait que là, la décision était prise, tout ça, j'ai une couple d'années. Puis, dans le fond, je me suis aussi aperçu que quitter le sport ou quitter un sport où est-ce que tu t'entraînes à tous les jours, tu es avec des boys à tous les jours, du jour au lendemain, tomber dans le marché du travail où est-ce que là, ben, le soir, tu t'entraînes plus, ou tu n'as même plus, t'as plus le besoin de t'entraîner, disons ça de même. Tu n'as plus le besoin, tu es tout seul, ma blonde est à l'école tout le temps, t'es en fin d'études, tout ça. Fait que, dans le fond, trouvé vraiment la vie plate, dans le fond, là. Euh, fait que après une couple d'années à faire ça, là, je me cherchais vraiment. Je disais, bon, là, tu sais, je veux être, j'ai besoin d'être heureux plus que ça. Puis dans le fond, je m'apercevais que le baseball, ça me manquait quand même énormément, tu sais. Mais c'était pas vraiment l'aspect, tu sais, jouer une game de baseball, ça me manquait pas. C'était vraiment l'aspect, tu sais, d'être dans ce milieu-là, tu sais, d'être dans le milieu pro, tu sais,
vivre de cette vibe-là un peu, là, tu sais, d'être avec du monde, à compétitionner, à travailler fort. Fait que, tu sais, c'était tout. Tu sais, quand tu tombes sur le marché du travail, puis que tu as ta job, puis que tu sais, c'est un peu monotone, tu as fait ta formation pendant 2 semaines, puis après ça, ben, tu as des petits défis, mais pas tant. C'est vraiment différent que de bûcher pendant 6 ans de temps, de démarquer, puis tu sais, c'est vraiment un autre mode de vie. Fait que je me suis retrouvé un petit peu là, tu sais, démuni, un peu, tu sais, un peu en dépression, là, dans un sens. Puis à l'automne 2014, là, je me suis dit, j'ai vu m'amener un article, là, tu sais, je pense que c'était sur Pete Tucci au Connecticut, que, tu sais, un peu le même principe. Tu sais, c'est un ancien espoir des Blue Jays qui était en construction avec sa compagnie, puis un moment donné, il a fait des battes de baseball. Fait euh, en lisant cet article-là, ça m'a juste un peu allumé l'idée, ben, je pourrais faire ça. J'ai grandi en bûchant, mon père, on a une terre à bois, on a un peu de bois pour faire des essais. Fait que, à l'automne 2014, là, j'ai coupé un premier érable chez mon père. On a trouvé un séchoir à bois, on a fait ça. Puis après ça, ma mère, elle m'avait acheté un petit tour à bois, puis on a, je me suis mis à essayer, dans le fond, concevoir mes premiers battes, puis essayer de tourner, apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre. Puis, dans le fond, ce qui a fait le déclic, là, c'est qu'en janvier 2015, j'avais le Alumni Weekend à Chipola, fait que la réunion des anciens à Chipola, en Floride. Puis là, à ce moment-là, j'avais avec moi, mettons, 6 battes là, que je pouvais apporter. Puis, tu sais, nous autres, c'était l'hiver au Québec, fait que je n'avais pas encore frappé avec mes propres produits. Fait que là, je disais à ma blonde, hey, ça me prend un logo, là, go, go, go. Je pars dans 2 jours en Floride, je vais amener ça, frapper, parce qu'il y avait un concours de circuit dans le fond, cet événement-là. Puis je voulais prendre part avec mes battes. Fait que dans le fond, ma blonde, on fait des pages d'esquisses de logos, puis tout ça. Fait que c'est ma femme qui a designé là, le logo Mark Lumber. Fait que dans le fond, on, on réussit à. C'est ça, on se trouve un logo, on fait un petit transfert d'encre sur le bat, fait que ça, on est capable de le mettre sur le bâton, puis je pars avec ça en Floride, avec 6 battes. Puis je te dirais que le déclic, ça a été vraiment là, de frapper avec mes produits, tu sais, les bâtons que j'ai faits, puis avoir le feedback des autres, puis qui était bon, puis tout ça. Ça m'a tellement là, tu sais, donné l'énergie, le fuel à me dire je pars Mark Lumber pour vrai. Puis c'est ça, je me rappellerai toujours, là, tu sais, j'appelle ma femme de Floride, j'étais chez un de mes amis, tu sais, puis je disais, chérie, quand je reviens, là, je pars Mark Lumber, puis elle était comme, on s'en reparlera, mais à ton retour un peu, là, tu sais. Puis finalement, ben, on est ici en 2024, puis on se parle, là. Fait que ça a été ça un peu le coup d'envoi le kick-off de Mark Lumber, là, ça a été un fameux concours des circuits en Floride. Honnêtement, c'est quand même un bold move d'amener ton bâton que t'as pas eu la chance de tester encore puis de dire on se croise les droits que je frappe et qu'il pète pas tout de suite, hein? On Ouais, espère que ça va bien exact, faire sur le coup, là. Puis, exactement. dans le fond, c'était tes premiers morceaux de bois que tu avais formés. Ouais. Puis, comment tu savais à un certain point que ce bâton-là était peut-être bien fait? C'était juste on l'essaie puis on va voir ce que ça va donner? On l'essaie puis on va voir. Là, je veux dire, tu sais, quand j'y pense aujourd'hui, tu sais, je veux dire, on n'est plus à la même place, là, tu sais, mais le Marc Bourgeois de 2014, ben, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait, puis ça a donné quoi qui était correct, tu sais, qui a permis. Puis, tu sais, après ça, là, de toute façon, je ne coupais pas tous les érables chez mon père, là, tu sais, on fait affaire avec des fournisseurs et tout, mais c'est, notre produit a vraiment évolué au fil des années, puis il continue à évoluer tous les jours, en fait. Puis, mais non, c'est ça, là, ça a été, c'était quand même malgré tout un bon début. Tu sais, je pense que j'étais arrivé rapidement. Parce que l'affaire aussi, c'est que Mark Lumber, je savais tout de suite qu'est-ce que je voulais que le produit final soit, tu sais. Je- Moi, dans le fond, je voulais un bat que j'aurais été à l'aise et fier de frapper quand j'ai joué professionnel. Tu sais. C'était ça un peu la prémisse tu sais, du branding, du look, de la performance. C'était ça le but. C'était pas juste de faire un bat, tu sais,
qui serait de gamme, magasin de grande surface. Là. Mon but, c'était vraiment d'avoir un bat pro dès le jour 1. Puis, fait que, assez rapidement, là, en dedans d'un an, là, j'envoyais déjà des bâtons à des chums qui jouaient encore à l'époque. Euh, fait que, c'est ça qui m'a permis aussi, les réseaux de contacts que j'avais à ce moment-là m'a donné la confiance de commencer dans ce milieu-là qui est très niché. Si tu connais personne, c'est quand même difficile d'avoir un big leaguer qui frappe avec ton produit. Euh, c'est encore difficile aujourd'hui, mais on a des contacts, les gérants d'équipement, tout ça. Euh, Fait que non, c'est ça, là, en 2015, là, déjà, on envoyait des premiers produits, des premiers samples à des joueurs pros, puis même à des clients ici aussi, amateurs, là, dans le fond. Là. Fait que, puis 2016, c'était comme ma première année à plus à vendre à grande échelle, entre guillemets. Là. Et justement, là, ces joueurs pros-là, est-ce qu'on parle de joueurs de ligue mineure? On parle d'un un gars dans les ligues majeures avec, exemple, les Padres ou les Pirates ou name it. À quel moment tu as réussi à vraiment voir ton bâton au grand écran quand tu écoutes un match puis faire Hey, Ouais, j'ai vendu ce bâton-là à ce joueur-là qui l'a en ce moment? c'est ça. Dans le fond, en 2018, c'est la première année qu'on a la licence. On a notre licence MLB là, depuis 2018. Puis, dans le fond, Russell Martin là, était un de nos premiers clients là, quand il était avec les Blue Jays. Puis dans le fond, mais avant ça, ce qui est drôle, c'est que, parce que pour la MLB, ça prend ta licence, faut que tu sois approuvé à chaque année, il faut que tu la payes. Il y a vraiment des règles strictes. Mais dans le fond, à l'automne 2017, j'avais un de mes chums qui coachait avec les Diamondbacks, puis Brandon Drury était intéressé d'en avoir, on a eu, puis finalement, la première fois que j'ai vu un Mark Lumber à TV, c'était Robbie Ray, un lanceur gaucher, dans un playoff contre les Dodgers. Il y avait eu une apparition au bâton, puis dans le fond, il avait pris, j'imagine, le bâton à Brandon, puis il est allé au bat avec ça. Mais on n'avait pas le droit, on n'avait pas la licence encore. Mais c'est la première fois là, dans les séries éliminatoires Diamondbacks Dodgers que je vois Robbie Ray, lanceur, avec notre fait que c'était quand même assez drôle. Puis, c'est ça, 2018, c'est notre première année avec la licence. Puis, aujourd'hui, là, on compte parmi nos clients, là, Édouard Julien, là, qui nous représente fièrement. Puis, qu'on ne pourrait pas être plus content là, d'avoir un ambassadeur comme lui pour notre marque. Là. Il performe tellement et il est incroyable. Il est talentueux comme jamais. Puis, on est super content. On est vraiment choyé de l'avoir parmi nos clients. Surtout avec ces deux gros circuits des derniers jours, là, je pense, tant pour lui que pour Mark Lambert, ça fait bien parce que, tu sais, on le sait que là, ces temps-ci, il avait un petit peu plus de difficultés, mais là, il s'est bien repris. Puis ces Exact. choses-là, quand il y a un joueur comme ça, surtout un ambassadeur étant Édouard Julien, un Québécois qui fait les ligues majeures, qui très bonne saison l'année dernière, quel impact ça a sur ta compagnie à ce moment-là quand t'es un peu une étoile au Québec a autant de performances puis autant un bon moment dans les ligues majeures? Ben, c'est sûr que c'est très intéressant. Ça fait son chemin, que ce soit, avec les jeunes, mettons, de Québec quand ils voient Édouard s'entraîner l'hiver ou, des choses comme ça. Nous, notre approche, là, on n'est pas trop, on a son modèle, exemple, qu'on offre au grand public, ça, c'est intéressant. Mais on laisse un peu les choses aller. Nous autres, on veut qu'Edouard, ultimement, on veut qu'Edouard ait les produits qu'il veut, quand il veut, selon ses spécifications. Le reste, écoute, c'est du bonus, puis tant mieux si euh, on, on peut aller chercher une clientèle grâce à ça ou peu importe, mais nous autres, on est justement fiers de travailler avec Edouard, puis le reste, c'est secondaire un petit peu. Là, nous, c'est ça qu'on veut. Puis, on veut que les gens soignent nos bâtons, mais on veut qu'ils soient confortables, puis qu'ils aiment, puis qu'ils performent. Puis c'est ça pour un joueur pro, puis c'est ça pour un joueur amateur. Là, c'est là notre philosophie. Là. Et si tu peux nous parler un peu de ton bâton, de sa conception, qui peut peut-être accrocher l'œil ou l'oreille de quelqu'un qui écoute présentement, puis qui pourrait être intéressé par acheter un bâton de Mark Lumber, qu'est-ce qui rend spécial le bâton Mark Lumber? Ben, on est la seule compagnie au Canada qui part vraiment du bio jusqu'au bat, au produit fini. Dans le monde, là, on n'est pas beaucoup qui font ça, là, peut-être sur les doigts d'une main. Fait que,
on contrôle vraiment notre qualité, puis notre approvisionnement. Fait que, tu sais, je pense qu'on se démarque par la qualité de l'érable qu'on offre. Puis aussi, tu sais, l'esthétisme, les produits qu'on utilise là, pour vraiment donner un edge mental là, aux joueurs. Tu sais, le bat, il est beau, mais il performe aussi. Tu allies ça avec le service qu'on offre, mettons, aux joueurs amateurs, aux joueurs professionnels. Tu sais. Fait que, ultimement, tu sais, je pense que tu sais, c'est notre procédé fait en sorte qu'on peut se démarquer là, de la compétition. Et à travers les années, là, avec les réseaux sociaux, avec tout le côté marketing et le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se parlent des compagnies, les choses comme ça, comment ta compagnie et toi, vous avez réussi à vous ajuster, à vous adapter avec les années, surtout avec les réseaux sociaux, entre autres, pour réussir à rester captivant pour les gens, puis surtout réussir à atteindre le plus de gens possible. En moyenne, souvent, c'est plus les jeunes qu'on essaie d'atteindre parce qu'en vieillissant, ils vont vouloir continuer à acheter nos produits. Mais comment vous avez réussi à vous adapter avec tout ça? C'est sûr que ça reste un défi là, tu sais, à tous les jours. Là, tu sais, les réseaux sociaux, c'est une bête en soi qui change sans que tu sais, parfois les algorithmes, tout ça, tu sais, ça change puis tu t'en es pas rendu compte tellement. Mais tu sais, je pense que tu sais, nous, au point où on est, on fait affaire dans le fond avec une agence marketing qui, tu sais, qui eux, ils font ça de leur vie. Tu sais, parce que nous, des fois, tu sais, oui, le marketing, mais tu sais, je suis aussi directeur des ressources humaines, directeur de la production. Tu sais, on touche vraiment à tout ici. Euh, Fait que, tu sais, je pense que c'est de bien s'entourer. Pour nous, là, à l'étape qu'on est, c'est de bien s'entourer avec des agences, puis du monde qui connaissent vraiment ça. Puis, tu sais, en même temps, travailler avec eux parce qu'eux connaissent peut-être pas nécessairement autant le baseball que nous. Fait que, tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais oui, oui, c'est quelque chose qu'il faut toujours rester, je pense, créatif. Mais tu sais, un peu au travers de toutes les vagues, tu sais, parce que des fois, je vois des brands qui font quoi, puis c'est comme, hey, tu sais, ils ont juste voulu suivre un trend, tu sais. Puis moi, moi, je trouve, puis ça marche peut-être pas toujours à ma faveur, mais je trouve que si day in, day out, là, chaque jour, tu restes un peu vrai à tes valeurs d'entreprise, tu sais, puis ta philosophie de comment tu vois ton produit ou ta marque, ben, tu sais, peut-être que tu ne seras pas la compagnie la plus haute ce mois-ci, mais tu sais, peut-être que le mois prochain, dans le fond, ce trend-là va avoir planté. Puis, tu sais, si tu es resté, toi, sur ta ligne directrice, ben, je pense que tu as la chance d'avoir un produit qui perdure plus, une marque et un produit qui perdure plus dans le temps, tu sais. Fait que, tu sais, au lieu de tout suivre les petits trends qui se passent, ben, tu sais, des fois, il y en a qu'on laisse passer puis qu'on se dit, ben non, ça, c'est pas nous. Fait que je pense que tu sais, réussir à se démarquer, c'est aussi réussir à rester vrai à sa mission puis à ses valeurs plus qu'autre chose. Fait que je pense que ça nous a permis que la marque continue à grossir. Puis, tu sais, notre clientèle est super fidèle. Tu sais, on a vraiment une clientèle loyale, tout ça, qui continue de grossir d'année en année. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est bon pour la suite des choses aussi. Et à travers les années depuis 2016, depuis la création comme complète de Mark Lambert, est-ce qu'il y a eu un moment, peut-être un down ou un moment où tu t'es dit, hey, c'est peut-être un point tournant sur la compagnie, si on réussit à passer cette étape-là, on va être durable pendant plusieurs années, mais si jamais on n'atteint pas ce niveau-là, ben, ça se peut que ce soit déjà la fin. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, OK, ça c'est vraiment une grosse étape, en passant ça, on va vraiment plus loin dans la compagnie? Est-ce qu'il y a eu ce genre de moment-là? Ben, je te dirais que les années de la COVID, là, tu sais, ça n'a vraiment pas été facile. Puis dans le fond, dans ces années-là, au retour, là, tu sais, on avait une grosse croissance. Puis c'est là qu'on a eu un peu la pénurie de bois qu'on a vécu là, avant, on achetait vraiment le cylindre de bois prêt à tourner en batte de baseball. Maintenant, on part du bio. Mais ce qui a déclenché ça un petit peu, là, c'est que justement, là, de nos fournisseurs, ça commençait à être difficile de s'approvisionner. Puis dans le fond, tu sais, sur 12 mois, là, on avait eu 3 mois, presque pas de bois. Là, tu sais, fait que ça a causé un paquet de problèmes, des retards de livraison, puis tout ça. Euh, Puis là, c'était notre meilleure année au niveau des ventes, tu sais, au retour de la COVID. Fait que, tu sais, on venait de passer 2 années difficiles, puis là, après ça, c'est encore difficile parce qu'on n'a plus de produits. Fait que l'élément, tu sais, je trouve, tournant un peu pour nous, c'est là que, tu sais, on a investi dans la chaîne d'opération pour vraiment partir du bio jusqu'au produit fini. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est autonome de A à Z. Puis, je pense que ça va nous permettre là, de justement, parce que tu sais, on n'est peut-être pas à notre dernière pénurie ou dernière pandémie ou dernière whatever. Fait que
je pense que d'être capable de gérer au maximum les choses ici à l'interne, ça va nous donner une chance là, de continuer à performer là, pour aussi longtemps qu'on voudra. Là. Fait que je pense que ces années, puis le retour de la COVID a été comme un point tournant là, pour nous, pour l'entreprise. Et avec les sports-études qu'on a de plus en plus à travers le Québec, est-ce que c'est un travail que vous faites d'essayer d'aller les voir, puis d'essayer peut-être qu'il y ait, j'ai peut-être pas tendance à dire une commandite, mais une façon où est-ce que les joueurs achètent en grande quantité directement avec vous, parce que tu sais, veux pas, ils sont souvent avec les bâtons en bois ou ils tentent de les initier rapidement aux bâtons en bois. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites rapidement d'aller les voir et dire on veut travailler avec vous pour que vous nous achetiez des bâtons parce que nos bâtons, tu sais, d'avoir un point de vente avec eux? Oui, ben on le fait avec tu sais, certains partenaires, là, dans le fond, comme exemple, quand on va à Québec, bon, on travaille avec Baseball 360 ou tu sais, quand on va sur la rive nord, là, tu sais, on va à Repentigny, on travaille avec l'entrepôt du baseball, des choses comme ça. Tu sais, fait que oui, je pense que tu sais, c'est tout le temps un travail de mettre, tu sais, de faire un peu de l'éducation aussi, parce que tu sais, oui, c'est de montrer le produit, c'est de vouloir le vendre, mais tu sais, au final, on se rend compte que tu sais, il y a énormément de gens, tu sais, jeunes et plus vieux, là, tu sais, des coachs, des parents ou whatever, qui ne savent juste pas c'est quoi un bat de bois. Tu sais, je veux dire, c'est quoi qu'il faut regarder, c'est quoi qu'il faut. Euh, fait que, tu sais, c'est beaucoup d'éduquer aussi. Puis, mais ouais, ça reste un travail constant d'être capable d'aller voir ta clientèle cible, mettons, rapidement, puis d'aller les éduquer, puis leur présenter les produits. Et là, j'ai une question qui peut peut-être paraître un peu spéciale, mais je me suis toujours posé la question. Parce que, tu sais, j'ai peut-être pas joué au niveau junior, mais j'ai joué à un certain niveau où j'ai eu à jouer avec des bâtons de bois. J'ai eu un frère qui a joué à un certain niveau. Mon père a joué aussi et coach dans des sports-études. Donc, j'ai eu à utiliser plusieurs types de bâtons différents. Puis, ça paraît peut-être niaiseux, mais je me suis toujours posé la question, dans le processus de créer un bâton, comment on réussit à décider le poids, le bâton est dirigé vers le poids du bâton est dirigé à quel endroit, ou le poids va être plus pesant à tel endroit. Comment on réussit dans le processus à bien disperser le poids comme il faut sur un bâton? Ben dans le fond, tu sais, toute part, tu sais, les bâtons, c'est fait d'un morceau de bois. Hein. Fait que, tu sais, tu peux pas jouer avec les poids comme un bâton en alliage, par exemple. Mais tu sais, ce qui fait la différence, c'est vraiment la shape, le modèle tu sais, que je conçois, mettons, dans AutoCAD. Tu sais, dans les logiciels, tu sais, je conçois, tu sais, je vais, mettons, faire un baril plus large, plus long. Ça va faire plus de poids dans le bout parce que, dans le fond, il y a plus de masse rendu là. Je vais ajouter au bas du handle, là, où tu as ta main dans le bas ici. Peut-être un plus gros knob avec tu sais, un petit peu plus de matériel là. Fait que ça va faire un contrebalancement ton baril. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est de la conception de modèle qui, une fois qui est faite en bois, euh, donne un feeling plus particulier qu'un autre. Fait que, puis ensuite de ça, pour déterminer, entre deux battes pareilles, moi, je peux t'en faire un 30 onces, mais je peux aussi t'en faire un 31 onces. Puis ça, ben, dans le fond, c'est juste des formules mathématiques parce que chaque modèle a son volume que je mesure, mettons, en pouces cubes. Fait que, tu sais, si je sais que lui est 75 pouces cubes, puis lui est 80 pouces cubes, ben, ça va me prendre un morceau de 90 onces, puis l'autre, ça va me prendre un morceau de 85 onces pour faire un bat de 30 puis 31, c'est exemple. OK. Fait que, tu sais, c'est juste des mathématiques rendues là pour choisir le bon morceau qui va faire le bon bat. Euh, fait que non, c'est ça, c'est un petit peu de la science, mais tu sais, une fois que tu es là-dedans, c'est simple, là, mais c'est beaucoup de choisir tu sais, tout part un peu de la sélection tu sais, de ton morceau de base pour faire le bat qui a été conçu. Puis ensuite de ça, ben, chacun donne un feeling différent dans le fond. Et pour les prochaines années chez Mark Lambert, qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce qu'on a des plans de peut-être d'aller se diriger vers un produit de baseball qu'on n'a pas fait avant, puis que peut-être que ça pourrait changer la donne un petit peu? Y a-t-il des choses qu'on peut, tout dépendant de ce que tu peux nous dire aujourd'hui, mais y a-t-il certaines choses peut-être qui vont changer chez Mark Lambert? Y a-t-il quelque chose de nouveau qui s'en vient dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on prévoit là, dans le futur? Oui, mais là, tu sais, dans le fond, ça fait un an qu'on est installé dans notre nouvelle usine à Waterloo, en Estrie. Puis dans le fond, là, tu sais, ce qu'on veut faire, là, on va avoir un petit showroom en bas, là, petite boutique, puis
vraiment pouvoir avoir les portes ouvertes un peu plus. En ce moment, le monde peut rentrer, mais on n'a même pas fait vraiment l'annonce là, qu'on était dans notre nouvelle usine. Fait que, tu sais, il y a ça qui s'en vient. Puis dans le fond, là, tu sais, nous autres, on veut juste continuer. Là, tu sais, depuis la COVID, on a eu énormément de projets, tu sais, la chaîne d'opération, puis tout ça, la construction de la bâtisse, ça a été tu sais, tout un projet. Fait que je te dirais que là, pour nous, on est rendu à une étape où là, on peut souffler, puis on peut juste mettre à terme des projets marketing, puis des projets de croissance. On est déjà dans le retail partout au Canada, aux États-Unis, mais on veut, en Australie même aussi, mais là, on veut mettre plus d'emphase pour attaquer encore plus le marché pro, être encore plus présent là, partout au Canada, au Québec aussi. Fait que je pense que là, pour nous, c'est de revenir un petit peu à la base, parce que là, on présente un produit, on éduque les gens, puis on met de l'avant là, Mark Lumber plus que faire de la construction puis rentrer des machines dans le shop. Là, fait on veut revenir un peu plus là, à travailler sur le branding puis le développement des affaires là, plus que les infrastructures. Puis est-ce que tu as déjà eu l'intention de te diriger? Là, il faudrait que je revérifie, parce que moi, j'ai un trou de mémoire à l'instant que je vais y penser. Puis le pire, c'est que j'ai fait une vérification dernièrement, puis là, ça me sort de la tête. De se diriger peut-être vers la création de gants, de casques, de souliers, des choses comme ça. C'est quelque chose qui t'intéresse de se diriger vers ça? T'es sans nécessairement être l'an prochain, mais t'es dans un futur, est-ce que c'est quelque chose qu'on a pensé ou on va vraiment plus rester dans le bâton, le frappeur et Ouais, cette ben, section-là? tu sais, je te dirais que c'est tout le temps des choses qu'on est un petit peu là, tu sais, il y a il y a tout le temps des opportunités à gauche, à droite. On a déjà fait faire un peu de gants, tu sais, tout ça. Puis ultimement, mettons, mon expérience avec ça, c'est que ben, je l'ai pas fait le gant, tu sais, évidemment. Tu sais, je l'ai fait faire le gant. Puis j'ai tellement trouvé ça pour l'instant, là, parce que peut-être que j'aurai un autre speech dans 5 ans, tu sais, mais pour l'instant, pour moi, on est des bat makers, on se différencie parce que tu sais, on fait le produit de A à Z. Fait que pour moi, actuellement, faire du matériel à l'extérieur puis mettre mon logo dessus, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Tu sais, éventuellement, le jour qu'il y a tellement de demandes pour le brand Mark Lumber de l'avoir sur tout, ben, écoute, on verra rendu là. Pour l'instant, là, tu sais, je vais me concentrer à peut-être mettre tu sais, un peu plus de t-shirts puis de hoodies, des casquettes. Là. Ça, c'est le fun, ça, c'est parfait. Là. Du petit merch comme ça. Mais sinon, là, tu sais, nous, dans le fond, tu sais, notre priorité est de continuer à s'établir comme le number one batmaker tu sais, au Canada et ailleurs. Puis, tu sais, on se spécialise dans le maple. Fait que, tu sais, on veut continuer à ce que Mark Lumber prenne les devants un peu dans ce secteur-là. Puis, fait que, tu sais, on a encore beaucoup à gagner là, juste en fabrication de bâtons. Fait qu'on va se concentrer là-dessus pour le moment. Il faudrait que je me trouve que je me procure un de vos chandails. C'est vraiment, tu ferais un beau visuel là, en ce moment. Là. Ouais, Euh, non, ça se vend tout le temps comme des petits pains chauds quand on en sort. Puis là, ben, ça fait un bout de temps qu'on est out of stock, là, qu'on est en rupture. Mais on va je t'en enverrai un, là, on va s'en refaire bientôt. Là, fait que, all right, parfait. Ça serait bien d'avoir un beau petit Mark Lumber, là, ça sortirait bien. Là. yes. Et pour terminer, pour pas prendre trop de ton temps naturellement, c'est plus des questions entrepreneuriales. euh, puis j'essaie de relayer un petit peu mes deux choses ensemble. Puis c'est Ben plus oui. par type de conseil parce que veux pas, mon podcast que je fais en ce moment, c'est un peu l'objectif à un certain point. Dans le futur, je sais pas si j'ai déjà dit ça ici, ça va peut-être être une première. Dans le futur, j'aimerais voir mon idée du podcast, le Monticule, devenir peut-être une compagnie de linge, une compagnie de scie, puis de développer un peu tout ça à l'extérieur de juste la discussion qu'on a ensemble. Parce que je sais pas, je vois une opportunité, je vois quelque chose qui peut se produire. Puis, t'aurais-tu des conseils à donner à quelqu'un comme, ben, peut-être dans mon genre, ou quelqu'un d'autre qui écoute le podcast en ce moment, puis qui se dit, j'aimerais ça me partir une compagnie, mais je sais pas exactement par où commencer, ou tu sais, il y a certains défis peut-être qui peuvent apparaître devant cette personne-là. Quel conseil tu pourrais donner pour réussir à avoir de quoi Ouais, de ben, structuré? tu sais, c'est sûr, j'en ai deux, trois. Tu sais, je te dirais que le numéro un, c'est de le faire par passion. Dans le sens que, c'est des fois, tu entends des gens, je sais pas trop dans quoi, je veux me partir d'une compagnie. Tu sais, parfait. Mais ultimement, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, euh,
à moins d'un coup de génie puis que ça marche tout de suite, là, mais je veux dire, tu sais, aux premières embûches, tu vas te dire, bon, ben, tu sais, je vais fermer ça puis je vais faire autre chose, tu sais. Tu sais, si j'avais pas fait Mark Lumber par passion, de voir ce produit-là puis de pousser ce produit-là, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté ça. Tu sais, ça a été tellement tough, là, tu sais, c'est tellement difficile, tu sais, c'est les nuits blanches, whatever name it. Là, je ne veux pas décourager personne aujourd'hui, mais il faut que tu le fasses vraiment par amour de ce que tu fais. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, puis ça m'a pris quand même du temps à le faire, c'est de t'entourer de gens avec toi. Quand tu commences, au début, j'étais avec ma femme beaucoup là-dedans, pour tout l'aspect visuel, branding, mais elle est architecte, elle avait sa job. Quand je suis tombé, moi, à temps plein là-dedans, j'ai pas tout de suite eu de l'aide, là, dans le sens que t'es tout seul, mais à un moment donné, d'être tout seul, à prendre des décisions, c'est correct, ça va vite. Mais des fois, c'est bon d'être deux, trois, des fois, là, pour être capable de se challenger un petit peu, là, puis de te ramener sur terre ou peu importe, là, de juste travailler en équipe un peu là-dessus, puis d'être capable de déléguer un petit peu là, plus rapidement. Fait que, je pense que ça, c'est un autre conseil, là, de t'entourer de personnes de confiance assez tôt dans le processus. Ça peut être intéressant, ça aussi. Parce que des fois, tu sais pas, l'autre personne, elle apporte un autre un autre skill set, d'autres idées, d'autres contacts. C'est le business, c'est un monde de contacts aussi, c'est qui tu connais, c'est réussir à connaître les bonnes personnes au bon moment un petit peu. Fait que non, puis puis dans tout ça, ben, si t'as un peu si t'as le numéro un, là, ben, c'est vas-y, go, do it. Je veux dire, c'est tellement gratifiant, il y a tellement de fierté à voir le produit, la marque, peu importe c'est quoi, une entreprise de service ou peu importe. Là. Je trouve que à la fin de la journée, tu as travaillé pour ton truc, puis c'est toi qui as été en charge de le faire. C'est tes erreurs, c'est tes bons coups. Euh, je trouve il y a de quoi, en tout cas, il y a de quoi rendre fier à la fin quand tu regardes un peu le travail accompli. Tu te dis, là, c'est grâce à moi, c'est mon équipe ou c'est mon produit qui est à TV dans les mains à Edouard Julien. C'est vraiment le fun. Fait que, ouais, ce serait mes conseils, là, les conseils, les pro tips du jour. Faudrait se créer un petit jingle, là, les pro tips du jour. Ça ferait Ouais, super bien. exact. Mais, ouais, c'est parce que, tu sais, dans le processus au complet là, de partir ce podcast-là, c'était, comme tu le dis, un peu par passion, de dire j'aime le baseball, je veux connaître les histoires de ces gens-là, je veux savoir quel était le processus de réussir à atteindre tout ça. C'est sûr que ça s'est fait quand même assez rapidement, là, de donner une idée. En l'espace d'un mois et demi, j'avais une entrevue de 2 heures et demie avec, mon Dieu, Mark Griffin, son nom était loin dans ma tête. Mais ça, c'est des choses qui sont arrivées rapidement, mais peut-être parce que j'ai la chance d'avoir un père qui connaît un peu beaucoup de personnes un peu ici et là, qui m'aide des fois à réussir à rentrer en contact, démontrer que tu sais, je suis pas je suis sérieux dans ce que je fais. Je suis crédible, je suis ancré dans ce que je fais, puis tu sais, je fais pas juste ça. Ça va, tu sais, il va y avoir de quoi de positif qui va ressortir de ces discussions-là. Fait que c'est sûr que ça m'aide beaucoup à travers ça, mais tu sais, des fois, c'est euh, de réussir à trouver les bonnes personnes à qui discuter, justement, comme tu disais, de s'entourer des bonnes personnes, parce que j'ai réussi à avoir des gens qui m'ont donné des coups de main, mais ça a été sporadiquement, et la question la plus régulière que j'ai, c'est ouais, mais là, si je fais ça, tu peux-tu me donner un coup de main, tu peux-tu me donner un montant d'argent, tu peux-tu me donner ci, tu peux-tu me donner ça, là, tu dis, ah, là, c'est dur, moi, je fais ça de mon temps libre, là, dans des heures pas comptées, des nuits blanches, des temps où je finis tard, je fais pas ça, tu sais, je fais pas ça pour l'argent en ce moment, là, je fais ça parce que j'ai du fun, puis parce que c'est Exact. plaisant de connaître des histoires comme la tienne qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Fait que je pense que les gens vont devoir retenir les pro-tips de Marc Bourgeois aujourd'hui parce que ça peut réussir à avancer. Mais il faut surtout, puis ça, je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus, il faut accepter de se faire dire non. Des fois, c'est difficile quand tu. Parce que tu sais, dans le dernier temps, j'ai fait beaucoup de demandes de commandite. J'ai été voir des gens pour essayer d'avoir un coup de main pour tant des déplacements que mes équipements que j'ai avec moi ici. Puis ça a été une phrase que mon père m'a dit, puis c'est ce qui m'a aidé. Il dit, quand les gens te disent non, souvent, c'est parce qu'ils savent pas ils connaissent pas assez t'es qui, ils disent non le premier coup, mais tu sais, il faut que tu gardes le positif, il faut que tu continues, il faut que tu retournes les voir parce que ils vont apprendre à te connaître, puis des fois, ils vont peut-être faire hey, finalement, ce que tu me dis là, ben, ça Exact. marche comme il faut. Fait que je pense que ça aussi, c'est un Ouais. beau.
Un beau absolument. conseil. Ouais. Yes. Hey, c'est pas mal ça, Marc. Ah, en fait, j'ai une dernière chose. Je pose la question, et j'essaie le plus possible de le poser à tous les gens quand on a le temps. Si tu avais la chance d'avoir une discussion aujourd'hui avec, ça peut être un joueur des ligues majeures, ça peut être quelqu'un qui est dans un domaine plus dans ton domaine à toi, de construction de bâtons, des choses comme ça, puis ça peut être une discussion d'impact. Qui tu choisirais aujourd'hui pour réussir à peut-être t'aider à continuer à évoluer avec Mark Lambert? Oh my God. Ouais, c'est une méchante bonne question. Euh, je pense que, tu sais, ben, j'ai pas de nom en particulier, mais tu sais, je pense que les gens avec lesquels tu sais, mettons juste de parler à des gens qui ont des entreprises manufacturières et un brand, mettons, là, qui est quand même pas rare, là, mais tu sais, tu as beaucoup d'entreprises manufacturières qui font tu sais, du OEM, tu as beaucoup de, mettons, un brand, tu sais, qui font faire des choses à l'extérieur, puis que les autres, tu sais, ils font juste vendre un brand, mais tu sais, de faire les deux. Puis moi, de réussir à parler à des gens, là, tu sais, qui ont une belle marque, puis tu sais, une belle manufacture, là, tu sais, ça, c'est le genre de personnes, là, tu sais, que c'est le fun de jaser, là, tu sais, que c'est le fun de discuter. Avec. Là, tu sais, j'ai pas de nom en précis, là, mais tu sais, des fois, là, tu sais, tu vois des beaux brands, là, puis tu sais, des belles, des belles histoires. Là. Moi, je pense que j'aime beaucoup ça, parler avec c'est ça, tu sais, des personnes qui ont vécu un peu les mêmes choses que moi. Tu sais. Puis, ouais, ça, c'est des choses de fun là, à discuter. Ben, définitivement. Puis des fois, surtout, c'est ces discussions-là qui peuvent aider peut-être à avoir une nouvelle perception ou à avoir une nouvelle idée ou un petit quelque chose qui déclic puis qui fait partir la machine à 100%. Ben, hey Mm. Marc, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Comme je te disais, on a réussi à rester dans le temps, tu sais, sans trop déborder, mais on a réussi à faire le tour. J'apprécie vraiment la discussion qu'on a eue ensemble, surtout ton histoire. Puis je vais m'inspirer beaucoup un peu de juste la passion puis la motivation que tu as pour réussir à faire garder ton entreprise fleurissante puis grandissante. Et définitivement, moi, je viens de l'Estrie, je viens de Sherbrooke. Donc, tu m'as dit Waterloo, right? Ouais. C'est très près. Fait que c'est sûr que je vais venir faire un petit Ouais. tour, là. Tu me tiendras au courant quand la boutique est ouverte. Je vais venir voir ça. Je serais curieux de voir comment tout ça est fait puis tu sais, à quoi ça ressemble. Encore une fois, merci de t'avoir prêté au jeu du monticule. C'était très apprécié d'avoir une discussion avec toi aujourd'hui. Et on te souhaite vraiment une explosion dans les prochaines années de connaissances ou d'éducation des gens envers le produit. Puis on espère de plus en plus de voir Mark Lambert sur nos écrans quand on va écouter le baseball dans les prochaines années. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, j'ai le podcast Le Monticule. Tu vois une publication, une information, partage, aime, abonne-toi. C'est ce qui va m'aider à grandir et avoir d'autres belles discussions comme ça avec quelqu'un comme Marc Bourgeois. Ou bien, peut-être qu'un jour, je vais avoir un podcast en live avec quelqu'un. Jusqu'à présent, on a eu Charles Davalant avec la LBGEQ dans l'été dernier, mais tout est possible dans les prochaines années. On se croise les doigts, ça va avancer. On se suit bientôt pour un autre épisode du Monticule et on va se voir bientôt. Ciao! Mm. Merci, Zach.